Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec les terroirs le jeudi, puisque notre apicurienne Valérie Zago nous amènera au domaine François Bord, qui est à Tursheim. La fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement, c'est demain jusqu'à dimanche. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Regardez ces actions qu'on peut découvrir. Léo Barcat est avec nous, organisateur, ainsi que Michel Lambinet. Akima Puccio, fondatrice de Even Eye, c'est une nouvelle agence de création d'émotions sportives. Vous allez voir qu'au sortir de l'hiver, c'est probablement vraiment ce qu'il vous faut. Et Mathieu, c'est l'humeur du jour, c'est ce qu'on peut dire le Zap 20, l'actualité un petit peu fantasmée de la semaine avec notre camarade Mathieu, ça sera à suivre. Avant cela, c'est l'actualité, Cécile Motz. Bonsoir à tous, les informations de ce jeudi 12 mars. À 3 jours du premier tour des municipales, nous continuons notre série de portraits des candidats. Découverte ce soir du Strasbourgeois Mathieu Le Tallec, tête de liste du Parti ouvrier indépendant démocratique, mais aussi de la liste Ouverture citoyenne à Colmar cette fois. Comment rapprocher agriculture et culture urbaine? C'est le pari de producteurs locaux. La coopérative Hopla a par exemple fait appel à des artistes pour redécorer l'entrée de son magasin au rythme des saisons. Et puis dans le Haut-Rhin, la comédienne Léa Girardet propose dans son spectacle un parallèle atypique entre sa vie et celle d'un footballeur. Mais pour commencer, un point sur le coronavirus. Selon les derniers chiffres, le Grand Est regrouperait 587 cas de contamination, dont 9 décès depuis le début de l'épidémie. Selon l'Agence régionale de santé, 359 cas ont été diagnostiqués dans le Haut-Rhin et 108 dans le Bas-Rhin. Depuis hier, la région est considérée comme zone à risque par les autorités allemandes, au même titre que la ville chinoise de Wuhan. Les autorités d'Outre-Rhin invitent les frontaliers français à rester chez eux. Depuis aujourd'hui, 17h, les contrôles aux frontières sont renforcés, les voitures sont arrêtées et les policiers peuvent contrôler la température des automobilistes. En Moselle, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le gouvernement fédéral allemand cherche à endiguer l'épidémie. Et à noter que ce soir, le président Emmanuel Macron fera sa première déclaration depuis l'apparition du virus ce jeudi à 20h. À 3 jours des municipales, comment garantir la sécurité des électeurs face au coronavirus? Dans les bureaux de vote, on se prépare pour le grand jour. À Brumath, l'objectif est de rassurer. Gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, masques seront à disposition des votants. On écoute Jean-Daniel Schell, conseiller en charge des élections municipales, au micro de Fanny Kunz. L'objectif, il est simple, c'est d'une part de rassurer les gens, de dire que aller voter, c'est sans danger. Deuxièmement, c'est d'éviter qu'il y ait une propagation du virus par les contacts physiques, notamment les contacts tactiles. Le troisième objectif également, c'est de protéger les assesseurs et le personnel communal. En tous les cas, c'est pour rassurer les gens et surtout pour éviter tout risque. Les gens vont entrer dans le bureau de vote, ont la possibilité dans un premier temps d'utiliser du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains. Ils prennent les enveloppes et les bulletins de vote, passent par l'isoloir qui est régulièrement désinfecté au niveau des tablettes au cas où il y aurait un contact avec les tablettes. Ensuite, ils se rendent à la table de vote, montrent leur pièce d'identité avec un système où on leur demande de la présenter sans que l'assesseur ne soit obligé de la toucher, procèdent donc au vote et pour la signature, prennent un stylo propre, signent, le mettre dans un autre pot pour les stylos sales qui sont régulièrement nettoyés. Avant de quitter le bureau de vote, ils ont la possibilité à nouveau de passer par la station de nettoyage des mains. Et à Brumath, la course à la mairie se jouera dimanche entre 3 candidats. La liste Brumath pour tous du maire sortant Étienne Wolf de diverses droites se présente face à celle de Jean-Michel Delay de divers gauches. Il conduit Alternative démocratique, sociale et écologique. Et face à eux, Jean Aubrecht sans étiquette. Il est à la tête de la liste Mieux vivre à Brumath. Et à Strasbourg, suite de notre tour d'horizon des candidats aux élections municipales, au tour de Mathieu Le Tallec de présenter son programme. Reportage de Adrien Laby.
Mathieu Le Tallec, 37 ans, numéro 1 sur la liste Strasbourg 100% service public. Soutenue par le parti ouvrier indépendant démocratique, cette liste à la gauche de la gauche entend initier une rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, tant au niveau national que local. Voici leur projet pour Strasbourg. Le projet, c'est avant tout une liste de combat. Une liste de combat contre le gouvernement Macron et Philippe, notamment qui détruit les retraites, qui matraque les femmes qui manifestent à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars, qui ferme les hôpitaux, etc. Et donc une liste qui combat également sur le plan local contre tous ceux qui se font le relais de cette politique-là. C'est le retour au service public de tout ce qui a été privatisé, c'est dans l'intérêt de la population, l'annulation de toutes les augmentations de tarifs, notamment de la CTS et des cantines scolaires, c'est également des transports en commun gratuits dans le cadre du service public, de la régie publique, c'est l'annulation de toutes les augmentations de loyers de logements HLM, c'est la réquisition des logements vides pour loger toutes les personnes qui en ont besoin. Sur la liste des travailleurs, des jeunes, des étudiants, des retraités, tout un panel de personnes engagées dans les divers mouvements sociaux, mais aussi des locataires de logements HLM. Ces 2 dernières années, Mathieu Le Tallec s'était engagé auprès de ces derniers dans un bras de fer avec Habitation Moderne. Ainsi, la question du logement se trouve en bonne place dans leur programme. Il y a une politique qui vise à expulser du centre-ville les pauvres, voilà, avec l'arrêté anti-mendicité. Donc nous, on réclame l'annulation de l'arrêté anti-mendicité et donc le logement de tous ceux qui ont besoin d'être logés et donc qui passe par la réquisition effectivement des logements vides, des surfaces vides. Première mesure proposée par l'équipe de Strasbourg 100% service public, la fin du pacte budgétaire signé par la ville. Objectif, mettre fin à l'austérité et permettre l'embauche de fonctionnaires nécessaires à la remunicipalisation des services publics. Et puis direction Colmar à la rencontre de Michael Meghelati et Alice Basse, tête de liste Ouverture Citoyenne. Les membres de ce mouvement souhaitent remettre le citoyen au cœur du processus démocratique, composé de militants politiques et syndicaux, mais aussi de gilets jaunes, des associatifs et des citoyens politiques. Le collectif entend incarner la convergence des luttes écologiques, sociales et citoyennes. Reportage de Fanny Kunz. Alice Basse, 59 ans, militante de la France Insoumise et professeure de lettres. Elle est en 2e position sur la liste Ouverture Citoyenne pour les élections municipales à Colmar. Leur projet, incarner les luttes écologiques, sociales et citoyennes. Avec leur tête de liste Michael Meghelati, ils veulent porter haut les couleurs vert, jaune et rouge du blason de Colmar. Ouverture Citoyenne se compose de militants politiques issus d'Europe Écologie Les Verts, la CGT, la France Insoumise ou encore les Gilets jaunes. On n'est plus représentés par les politiques puisqu'ils sont trop loin de nos préoccupations. Et donc le référendum d'initiative citoyenne est vraiment le moyen pour les citoyens de reprendre le pouvoir. Ce référendum qu'on peut installer grâce à la décision du maire. En fait, c'est le maire qui peut décider par arrêté que le citoyen sera consulté pour les grandes décisions, pour toutes les décisions qui vont impacter la vie du citoyen. Redonner la parole aux citoyens, offrir la possibilité de révoquer les élus, autant d'idées soumises par Ouverture Citoyenne qui prône la démocratie locale. La priorité pour nous, c'est de pouvoir remettre la démocratie au cœur de la ville. On s'est rendu compte avec notre liste qui comprend des gilets jaunes que beaucoup de personnes n'arrivent plus forcément à trouver des lieux où se rencontrer et où refaire du social, créer du lien social ensemble. Et le but de la maison de quartier, c'est pouvoir dans chaque quartier avoir des personnes qui se retrouvent pour le plaisir de se retrouver, discuter, débattre et faire émerger des idées ensemble. Autre piste de réflexion pour le mouvement, le développement d'une ligne verte autour de Colmar pour limiter son expansion, ou encore la création de pôles universitaires associés à l'industrie. Tout un programme que les électeurs pourront parcourir jusqu'à la décision ultime au bureau de vote ce dimanche. Et puis des producteurs font appel à des artistes pour décorer leur coopérative. C'est le cas de Hopla à Oberhausbergen. Il y a quelques mois, le magasin de producteurs locaux et l'association Colors, collectif d'art urbain contemporain et de graffiti, se sont rencontrés pour réfléchir ensemble sur un projet original, rapprocher agriculture et culture urbaine. 4 artistes vont se relayer tout au long des saisons. Fanny Kunz a rencontré l'artiste Missy à l'initiative de l'œuvre de printemps. Des oiseaux qui annoncent le printemps. À l'entrée de la coopérative de producteurs locaux Hopla, une fresque prend forme. Au bout du pinceau, l'illustratrice Missy, elle donne vie à des rouges-gorges sur un fond ensoleillé. Donc chaque artiste a eu une saison à illustrer.
Et après, il me semble que c'était carte blanche, chaque artiste développe le projet qu'il veut. Alors c'est vrai que j'essaye de privilégier aujourd'hui les pinceaux et l'acrylique. On a eu un beau support, en fait, le bois, donc on pouvait choisir le bois qu'on voulait. Moi, je suis partie sur un genre de sapin assez clair et j'avais envie de conserver cette texture de bois qui est belle et qui va très bien en plus avec le lieu. Et du coup, j'utilise des peintures acryliques pour peindre sur le bois. On verra ce que ça va donner, mais je trouvais ça bien de laisser aussi la carte blanche à l'artiste finalement. Et ça amène l'art en fait dans des lieux où on ne penserait pas forcément le trouver. Chaque trimestre, un artiste alsacien va proposer une œuvre peinte dans l'entrée du magasin. Un projet qui permet la rencontre de l'agriculture et du street art. Et si le thème de la nature est le fil rouge de ces créations artistiques éphémères, l'ensemble du projet porte un certain nombre de valeurs. C'est quelque chose qui permet de ramener d'autres mondes, une autre clientèle, et ce qui s'inscrit aussi dans notre volonté d'ouverture, de partager des valeurs, les valeurs agricoles bien sûr, de la saisonnalité, de l'offre aux produits, mais aussi des valeurs d'artistes pour montrer leur savoir-faire. Une fois que les 4 artistes auront mis en place leur œuvre, qu'on les aura démontées, on va les mettre en vente aux enchères au profit d'une association, enfin de 4 associations différentes qui auront été sélectionnées par les producteurs, toujours une association locale, puisqu'également le magasin, c'est que des producteurs locaux. On va aussi soutenir le monde autour de nous. L'œuvre de Missy restera visible tout le printemps dans l'entrée de la coopérative et ce sera au tour de Stom 500 de prendre ses quartiers pour l'été avec ses bombes de peinture. Quel parallèle peut-on faire entre le monde artistique et le monde sportif? Élément de réponse au théâtre. Exemple avec le syndrome du banc de touche de Léa Girardet, à découvrir dans les salles orinoises jusqu'au 14 mars. Reportage de Marine Zis. C'est seule en scène que Léa Girardet fait un parallèle entre sa propre vie, celle d'une comédienne qui a connu une période de chômage compliquée, et entre celle de footballeur remplaçant. Son mentor, le sélectionneur Aimé Jacquet, vainqueur de la Coupe du monde de football en 1998 avec l'équipe de France. En revoyant des vidéos d'Aimé Jacquet, en me renseignant sur lui, sur sa vie, sur son parcours, j'ai découvert des footballeurs remplaçants dans le fond du cadre, à chaque fois que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à m'intéresser à eux. Et quand j'ai entendu des témoignages de leur part, des interviews, c'était la première fois que j'arrivais à mettre des mots sur ma situation. Sur la souffrance que j'avais d'être exclue de mon métier, sur la jalousie que ça pouvait procurer. Et voilà, donc c'est des footballeurs remplaçants en fait qui m'ont permis de mettre des mots sur mes échecs et finalement de les dépasser. Dans cette pièce, il est aussi surtout question de persévérance. Aujourd'hui j'ai 30 ans et je comprends qu'il ne s'agit pas de se battre pour récupérer le ballon, mais pour rentrer sur le terrain. Léa Girardet a déjà joué plus de 130 fois ce spectacle. Avant de poursuivre sa tournée en France et dans quelques pays étrangers, elle sillonne le Haut-Rhin dans le cadre de la filature Nomade, une saison hors les murs de la scène nationale de Mulhouse. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des publics sur tout le territoire du Haut-Rhin. Donc, on propose 3 à 4 spectacles dans notre saison, qui sont proposés aussi bien dans des lieux partenaires dans Mulhouse, plutôt des structures socioculturelles, et également des communes dans la M2A et sur tout le département. L'idée, c'est vraiment de permettre la découverte du spectacle vivant dans un lieu proche de chez soi, et puis de permettre aussi la rencontre entre les habitants et les artistes. Donc, à chaque représentation, on propose à la fin aussi un temps, un pot convivial où les artistes peuvent échanger avec le public, ils peuvent poser leurs questions, parler du spectacle qu'ils viennent de voir ensemble. Le syndrome du banc de touche est à voir vendredi à Hambourg et samedi à Staffelfelden. D'accord, Zidane n'est jamais devenu président. D'accord, Black Blamber n'a duré que le temps de France 98. D'accord, on n'a pas gagné la Coupe du Monde féminine. Mais c'est pas parce que tout n'a pas réussi qu'il faut définitivement baisser les bras. En tout cas, moi j'ai envie d'y croire. Dans le Haut-Rhin, toujours un mot de hockey. Hier, les joueurs des Scorpions de Mulhouse se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Magnus. Après 7 matchs contre l'équipe d'Amiens, les Alsaciens ont pu accumuler 4 victoires. Ils l'ont emporté 4-2 hier soir. Prochaine étape donc face à Grenoble. Mais les Mulhousiens devront attendre puisque les playoffs sont suspendus jusqu'au 17 mars selon la fédération en raison du coronavirus. Nous terminons à présent ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne.
À 3 jours du premier tour des municipales, le site des contribuables associés vient de publier son intéressante Argus des communes. Et les villes alsaciennes s'en sortent plutôt bien. Strasbourg figure certes en 47e position des villes les plus dépensières par habitant, mais Colmar obtient une belle 27e place des villes les moins dépensières et Mulhouse y est 50e. Parmi les villes les moins endettées, Strasbourg est 20e et Colmar 46e. Grosse surprise également, les 3 grandes villes alsaciennes figurent parmi les villes où l'on paye le moins d'impôts locaux. Colmar 10e, Mulhouse 17e et Strasbourg 34e. Mais le plus intéressant est que vous pouvez retrouver la note de toutes les communes via leur code postal. Et voilà les mieux et les moins bien notés des 2 départements alsaciens. Voilà, depuis le temps, Cécile, que je vous dis qu'on est bien en Alsace. On est très bien ici. Paye même moins d'impôts, c'est une bonne chose. Allez, on accueille le plateau du soir. Akima Puccio, venez nous rejoindre. On va parler de Even Eye, Léo Barkat et Michel Lambinet, les organisateurs de la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. Ça sera à partir de demain jusqu'à dimanche. Événement majeur sur les fonds marins et l'écologie, c'est exceptionnel. Tout ça, c'est après la météo de Célia. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce vendredi 13 mars. Et c'est un joli vendredi qui nous attend avec du soleil sur l'ensemble de la région transfrontalière. Quelques petits nuages bas qui se sont perdus du côté de Strasbourg, mais vraiment rien de bien méchant. Côté Mercure, par contre, ça dégringole. Vendredi matin, comptez seulement 3 degrés pour le nord du Bas-Rhin, 5 degrés pour le reste de l'Alsace, entre 4 et 5 degrés également chez nos voisins suisses et allemands. L'après-midi, c'est le retour d'une perturbation qui arrivera par le nord. On verra beaucoup plus de nuages, notamment sur l'ensemble du Bas-Rhin ainsi que dans la région du Bade-Wurtemberg. Quelques petites gouttes de pluie sur la communauté urbaine de Strasbourg. Par contre, un grand soleil qui persiste vendredi après-midi sur le Haut-Rhin ainsi que dans le nord de la Suisse. Des températures qui grimpent en après-midi avec 9 degrés la minimale alsacienne. Ce sera pour Saverne ou encore pour Sarre-Union. 10 degrés du côté de Wissembourg, 11 degrés pour le centre Alsace. 10 degrés également, ce sera pour Mulhouse ou encore pour Bâle. Samedi, c'est une très belle journée en perspective avec le retour du soleil sur l'ensemble de l'Alsace. Un très joli samedi après-midi avec 10 à 11 degrés au meilleur de la journée, 9 degrés chez nos voisins suisses et allemands. Vendredi, nous serons donc le 13 mars et nous fêterons les Rodrigues. Le soleil se lèvera à 6h45 pour se recoucher à 18h31. Je vous souhaite un très bon moment sur Alsace 20. Je vous laisse dès demain en compagnie de Sada. À très vite, salut. Et Léo Barkat et Michel Lambinet sont nos invités. Comment allez-vous, messieurs? Eh bien, ça va très bien. Ben, ça va plutôt bien avec cette 32e édition de la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement qui se profile. Ça commencera demain jusqu'à dimanche. On va rappeler quand même, Léo, que c'est d'abord, avant tout, un festival. C'est un festival, mais c'est aussi un concours d'images. C'est un concours d'images international. À ce concours, il y a de la photo couleur, de la photo noir et blanc, de la photo d'eau douce, des fichiers numériques, des clips vidéo et de la vidéo. Et ça dans différentes catégories. Il y a des catégories espoir, des catégories master et des catégories professionnelles. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème, oui. On m'a dit que c'était le plus grand festival de France. Alors, 32e édition, comment est-ce qu'on fait pour se renouveler chaque année? Mais nous, on ne se renouvelle pas, on attend que les films arrivent. Nous, on reste, on organise, on fait en sorte que les images qu'on reçoit, elles soient belles, on les sélectionne, bien évidemment. Et puis, je pense que les réalisateurs, qui sont bien souvent des réalisateurs professionnels, savent très bien ce qu'il faut faire pour alimenter et les télévisions et les festivals. Michel, dans toutes les éditions, il y a toujours le requin, finalement, qui est un peu présent. C'est un peu l'animal voilà, qu'on aime et dont on a peur. Il y a un amour détestation formidable. Il y a Tintin, il y a Cousteau, il y a tout ce qu'on veut. Il y a quand même des enjeux majeurs écologiques. On a aussi des stands d'associations qui sont présentes. Et il y en a une le requin est souvent derrière comme gros problème en mer actuellement. Alors qu'on n'est pas a priori, sauf sur les images, évidemment. Vous me connaissez, Akima, vous n'avez pas peur des requins? J'en vois pas souvent. Et ben là, vous allez en voir un de très près. Ça s'appelle Polynésie, la quête des profondeurs. Une rencontre, mais j'ai adoré, moi. C'est un choix, ça. C'est un choix, une rencontre un peu fortuite polémique entre des plongeurs et un requin. Regardez. Ah ouais, c'est étonnant. À ce moment-là, moi, vraiment, je suis en train de me dire, wow, c'est super, la scène que je vis, elle est vraiment incroyable. C'est assez rare de se retrouver dans un décor pareil avec ces animaux aussi proches. À 80 mètres de profondeur, dans ce bleu magnifique,
J'ai assisté à une scène quasiment impossible. Je sais pas ce qui se passe exactement. Je lâche ma caméra. Voilà, film exceptionnel parce qu'on apprend effectivement qu'il y a le corps de l'animal aurait dû mettre quand même la puce à l'oreille au plongeur. Voilà. Et vous m'avez dit, Michel, je veux un droit de réponse. Moi, je suis un fan, j'ai plongé avec des requins, oui. J'adore la plongée sous-marine. C'est vrai que là, ça va à une telle vitesse. Et on voit une attaque, c'est la première fois que je vois une attaque aussi rapide. C'est pour ça que je voulais c'est toujours un peu rapide, sournois. Enfin, tous ceux qui nous en parlaient, François Sarano, le requin, il est là où on l'attend pas. Et il fait ce qu'on n'attend pas. Après, je disais droit de réponse en rigolant, on a un autre film qui met en scène des plongées avec des requins, avec des touristes près d'une plage très fréquentée, avec des requins bulldog, ce qui remet en cause totalement tous les débats sur la Réunion. Alors pour vous faire plaisir, vous inquiétez pas, j'ai bien regardé les films, on va mettre un peu d'amitié aussi et d'amour et de poésie à l'image de cette rencontre incroyable entre un plongeur et une murène. De tout temps, l'homme a fait de la murène un monstre marin. Hugues, lui, sait que cet étrange poisson tapi dans l'obscurité se montre sociable. Guidé par son instinct, avec une infinie patience, il a apprivoisé ses craintes et celles de l'animal. Alors on vous laisse les images, bien évidemment, mais on va les commenter. Léo, vous me disiez, c'est un animal qui fait quasiment 2 mètres de long, là. Ah oui, sans problème. Comment vous expliquez, en fait, cette tendresse entre les deux? Regardez, ils dansent ensemble, ils se font des câlins. Mais c'est très simple, ce moniteur de plongée va toujours les voir. Les animaux marins, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas si bêtes que ça. Et il dira d'ailleurs, c'est pas mon animal la murène, je suis son animal. Absolument. Voilà, quand elle veut partir. Mais moi, il m'est arrivé d'en avoir une en main comme ça, de cette taille-là. Parce qu'on était venu souvent la voir et elle s'est habituée à notre présence. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience quand on voit ces images comme celle-ci qui sont très touchantes par rapport aux problèmes écologiques, à cette relation que l'homme a avec la nature aujourd'hui ? Je pense que c'est une erreur que de vouloir côtoyer ces animaux de cette façon-là. On l'a fait, je l'ai fait, comme on a ramassé des coquillages, on a ramassé du corail, et c'est une très très grosse erreur. Mais ça, on ne savait pas. On le sait aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas montrer ce genre de choses. Mais ça fait partie du film. L'homme et la murène Ouais, on ne devrait pas. Parce que normalement, on n'a pas à toucher les animaux. C'est ce qui s'est passé avec moi à Bali avec une tortue. Il y a plus de 20 ans, j'ai été juré dans un concours de photo allemand. Eh bien, le plongeur qui avait la main sur le corail, sa photo était partie. Ah ouais. Annulée. Ah ouais. Absolument. Les Allemands sont draconiens sur ce truc-là. Il faut trouver l'équilibre là-dedans. Ouais, c'est ça. Et reconnaître que c'est une belle histoire pour lui, mais il ne faut pas que tous les touristes aient envie d'aller jouer à ça. Non, mais il faut aussi le montrer aux gens. Tout à fait. C'est une bonne chose. Tout à fait. Il ne faut pas banaliser. François Sarano qui va à la rencontre du requin. Mais il ne faut pas qu'on essaye tous. Alors, il y a des films exceptionnels. La Nuit des Géants. Regardez, on en voit un petit extrait, on en parle après. On vous laisse bien sûr rêver sur ces images. Akima, ça vous parle? Ça vous donne envie d'aller à cette fête de l'image sous-marine? Oui, carrément, oui. Oui, c'est impressionnant, les images sont super belles, donc c'est absolument ce sera sublime. La sortie du week-end. Ouais, Léo, c'est quoi? C'est la technique qui a évolué aujourd'hui pour arriver à faire des images comme celle-ci? Oui, c'est la technique. Indéniablement. Oui, la technique a évolué, le matériel, et puis aussi le preneur d'image, qui a une expérience terrible. René Euzet a démarré la photographie et la vidéo à Strasbourg, il y a 32 ans. Sa profession était camionneur. Et
Il est maintenant... C'est lui qui a fait ces images-là. Oui, et c'est maintenant le grand spécialiste de la prise de vue sous-marine. Il est demandé partout. Alors on l'a vu, il y a des films, des conférenciers, des réalisateurs. Quel est vraiment le programme de cette 32e édition? Michel? Projection quasiment continue. On fait des petites pauses. Exposition des photos, très importante. Et ce que Léo avait appelé les séries numériques, c'est une catégorie où on concourt avec 5 images en espoir, avec 10 images qui sont jugées globalement. Celles-ci sont projetées sur les murs. Donc ça, on laisse le public circuler là-dedans gracieusement. Et quasiment en projection. Deuxième salle, balcon, un autre écran, on essaye de montrer un maximum d'images. Alors on va voir encore juste des images. Je vous propose cette rencontre avec des cétacés. C'est une famille, un couple et un enfant. Ils ne touchent pas les animaux, on est bien d'accord, ils respectent les règles. Regardez. Au moment où on arrive à l'endroit où elles sont censées être sous nous, elles sont déjà en train de remonter. Juste devant nous. Je vois Robin qui n'a pas du tout peur et qui essaye même de se rapprocher. Et à un moment donné, je me dis, il va monter sur le dos de la baleine. L'espace de quelques secondes, en fait, on réalise ce rêve où on croise tous les trois le regard de ces baleines. Voilà, on espère qu'on vous aura donné réellement envie d'aller voir Léo Barkat, cette fête de l'image sous-marine et de l'environnement. En tout cas, évidemment, moi, je suis conquis depuis des années et bravo pour ce que vous faites. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas? Oui, 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 oui. Voilà, on va regarder un petit peu dans le on va regarder un petit peu dans le rétroviseur maintenant. Une semaine d'actualité, c'est revu et corrigé par Mathieu Selzabvin. Des écoles vides dans le Haut-Rhin, des entreprises vides, des hôtels vides ou à l'arrêt. Le coronavirus fait des étincelles. Heureusement, on peut encore essayer d'en rire, peut-être pas de tout, mais au moins de certaines choses. Les footballeurs de Mulhouse, par exemple, semblent particulièrement touchés par le virus, ça fait peur. Alors, n'oubliez pas de vous laver les mains et d'aller voter dimanche. D'ailleurs, si vous cherchez un job, Altenheim et Ettendorf n'ont pas de candidat pour être maire. Vous pouvez donc postuler lundi ou mardi prochain. On met toute cette histoire sur le dos des Chinois et des pangolins, mais nous, on est allé voir au musée vaudou de Strasbourg si on ne nous avait pas jeté un mauvais sort. Si on visite l'exposition, on se rend compte qu'il y a énormément d'objets qui servent plutôt à la protection ou à la délivrance d'une maladie plutôt qu'à l'attaque. Et on a notamment 2 poupées en papier mâché qui ne sont pas vaudou, mais qui sont alsaciennes. Peut-être que quelqu'un nous en veut, du coup, on ne sait plus à quel saint se vouer. Heureusement, mardi en plateau, Vera, elle sait à quel saint se vouer. On va parler de boobs, de nénés, de seins, hein, voilà, parce que vous le savez, Facebook censure pas mal de choses, puis d'autres qui passent, hein, qui sont plus étonnantes, mais les nénés ne passent jamais. Alors je suis tombée sur un site Instagram qui est complètement délirant. Vous regardez ces photos, en fait, c'est un compte qui s'amuse à transformer des tétons et en fait, il va tester les posts pour voir s'ils passent sur Instagram. Donc, il y a pas mal de créativité là-dedans. Et là, vous voyez tous les tétons qui sont postables, ou comme on dit aujourd'hui, instagrammables. Sinon, on a trouvé les 3 seuls Alsaciens qui ne sont pas contents de passer la soirée dans un bar avec Delphine Vespizer. On est comment ici, là? On se fait chier, hein, quand même. Ah, on se fait chier comme des rameurs. Moi, j'ai hâte de me barrer, d'ailleurs. Ouais. On reproche parfois aux politiques ou aux sportifs de parler pour ne rien dire et d'être langue de bois. Heureusement, nous, on a Denis Latou, l'entraîneur des handballeurs de Strasbourg, cash et direct après la défaite de son équipe ce week-end. Le staff fait au moins 4 heures d'analyse vidéo, on leur mâche le travail et c'est pas respecté. Donc ça veut dire que certains joueurs sont pas capables, n'ont pas le niveau de la Pro League. Voilà, point. Et puis heureusement qu'il reste l'amour et notre charmeur numéro 1, Eric Borner, qui même en direct en plein tour de magie, fait du gringue à Elsa Zilberstein. Je vais essayer de deviner le nom de votre carte. Concentrez-vous sur votre carte. Ouais. Non, c'est très flatteur, mais pensez à la carte. Notez la réplique, messieurs, ça pourra peut-être vous servir un jour, enfin, quand on aura à nouveau le droit de sortir. Voilà, c'est le Zabvin à suivre. C'est Akima Puccio, fondatrice de Eveneye. On va parler de votre activité. C'est le sport en entreprise, c'est le sport pour le bien-être. Et on retrouvera Valérie Zago à Picurien juste après ça.
Et on est ravis d'accueillir Akima Puccio. Comment allez-vous? Très bien, merci de me recevoir. On quitte la plongée sous-marine, on arrive maintenant, mais c'est du sport aussi. Hein. Du sport. Dans votre univers, vous êtes la fondatrice de Even Eye. C'est l'événementiel par le sport en entreprise. Pour celles et ceux qui ne connaissent absolument pas, c'est quoi? En fait, notre vocation, c'est de sensibiliser et développer le sport santé en entreprise. Je dis bien le sport santé bien-être parce qu'il y a le sport santé bien-être et le sport santé thérapeutique qui, lui, est vraiment dédié en fait, aux médecins, aux professionnels de la santé et qui est vraiment réservé dans un parcours de soins pour les malades chroniques et ce genre de pathologies. Donc nous, on est vraiment sur le versant bien-être qui s'adresse aux entreprises et aux gens qui ont envie de lutter contre la sédentarité. Alors c'est vrai qu'on a eu un hiver lent et il n'arrête pas de pleuvoir en ce moment. C'est un peu le bon moment pour prendre soin de soi. Tout à fait, je crois que c'est toute l'année le bon moment pour prendre le temps de soi. Le temps et soin de soi surtout. Après, la seule différence, c'est que moi aujourd'hui, après un constat et des études, on s'est quand même rendu compte que les entreprises dans lesquelles beaucoup d'employés travaillent sont quand même soumises à pas mal de problématiques. Et le fait de ne pas suffisamment bouger peut aussi avoir un vrai impact, que ce soit sur l'économie de l'entreprise que sur chaque individu en termes de bien-être personnel. Alors vous nous avez fait parvenir ce teaser, une jeune femme qui se lève, on sent clairement qu'elle fait un peu la gueule. C'est l'hiver, elle n'est pas très contente, regardez. Voilà, on sent que c'est pas franchement la patate, il y a même des jours où tout va mal. Ces gens-là, vous allez vous en occuper. Vous dites qu'une boîte, une société marche bien quand on se sent bien, mais c'est pas bien forcément dans l'entreprise, c'est bien soi-même aussi. Ça commence par soi, et je pense qu'aujourd'hui en entreprise, on peut apporter cette touche supplémentaire qu'est le sport santé bien-être. Aller bien, ça veut dire plein de choses, mais aller mieux, c'est déjà le premier pas vers le aller bien. Donc c'est vrai que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est clairement destiné aux entreprises et ça permet vraiment d'apporter la solution idéale pour équilibrer le travail. Et au vu du nombre d'heures qu'on passe au travail, il est peut-être important de dégager un peu de temps et de libérer des espaces pour ça. Et bien justement, on retourne dans votre teaser, regardez. C'est ça l'idée en fait, c'est que vous, Akima, on vous voit là à l'antenne, vous allez dans l'entreprise sur des heures de travail. Comment ça fonctionne et comment vous arrivez à dire aux gens venez, pensez à vous et inscrivez-vous dans cela? Alors l'idée c'est de solliciter surtout les employeurs puisque c'est eux qui vont être à l'initiative de cela. Ensuite c'est aussi souvent si on veut, on reprend le problème au début, la demande vient des salariés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on contacte les entreprises en fonction des besoins. On va évaluer un petit peu quel est le besoin en termes de moyens, on va déjà évaluer aussi le niveau de sédentarité dans une entreprise, voir quels moyens sont possibles, à savoir les espaces dédiés, comment on peut s'organiser et comment les choses peuvent s'articuler autour de ça. Parce que vous le faites dans l'entreprise. Parce qu'on peut le faire dans l'entreprise, mais si effectivement l'entreprise n'a pas l'espace nécessaire, on peut envisager des partenariats avec des espaces sportifs pour le faire. Voilà, et parmi les events, il y a un truc qui est pas mal pour tout le monde ici à Alsace 20, c'est la Digital Detox. C'est quoi la Digital Detox? Alors, la Digital Detox, c'est un concept qui a été utilisé et créé par un Américain. On oublie ça, quoi. Tout à fait. C'est ça? Voilà, dans les grandes lignes, ce qui est quand même assez difficile aujourd'hui, parce qu'on est surconnecté. Mais l'idée, en fait, c'est de recréer des espaces de déconnexion totale au travers de séminaires, de journées type, où on recentre les choses sur l'humain, donc sur ses collègues, sur les liens, sur les choses sommaires, finalement. Mais on coupe définitivement sur une journée. Alors ça pas d'Insta, pas de Facebook, pas d'Insta, pas de téléphone en fait, hein, rien de chimique. C'est ça, mais pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, rien, pas de mail, pas de voilà, tout ça, on se dégage de ça pour revenir au basique de communiquer en fait. Voilà, une petite question parce qu'après on va rendre l'antenne. Aujourd'hui,
comment ça va se... Il y aura un projet, vous viendrez nous en parler, avec l'Eurométropole. Aujourd'hui, les entreprises qui vous voient, vous contactent maintenant, il y a un site internet. Tout à fait, on et a vous un dites, site tiens, internet. moi j'ai 12 salariés, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de créer comme une team building, quelque chose de fort, et là vous intervenez. C'est ça, en fait, on va coécrire un projet avec une entreprise, et en fonction de cela, on va évaluer quel est le besoin, quel est le moyen, et en fonction de ça, on va proposer un large choix d'activités qui peuvent passer par des ateliers de posturologie, savoir comment se tenir au travail par rapport au poste informatique, ça va être comment mieux manger, donc on fait de la sensibilisation sur le mieux manger, le mieux-être, et surtout rappeler aux gens comment fonctionne le corps de manière assez sommaire, pour les rendre compte et les rendre vigilants à leur capital santé sur le long terme. Et ben ça s'appelle Event Height, il y a le site internet qui s'affiche à l'écran. Allez-y, et ça vous fera franchement du bien, surtout dans la période qu'on traverse. Merci beaucoup Akima pour ces explications. Léo, bonne route. Merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'on vous souhaite Michel? Plein de monde? Du monde. Plein de monde. Plein de monde. Parce que c'est malheureux d'installer tout ça et de ne pas le partager. On est là pour partager. Tout ce qu'on amène, c'est extraordinaire. Voilà, c'est la fête de l'image sous-marine, ça commencera demain et ça se passe à Strasbourg, à la salle du conservatoire. Merci beaucoup Cécile. On repart retrouver, Valérie Zago, c'est épicurien. Elle nous propose tout le temps des terroirs extraordinaires. On va chez François Bord à Turckheim. Aujourd'hui, nous sommes à Turckheim, à la rencontre du domaine François Bord, domaine en biodynamie de 12 hectares. Suivez-moi. Bonjour Thomas. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir chez vous, au domaine François Bord. Avec plaisir. On est à Turckheim, lieu du Grand Cru Brandt. Je souhaiterais qu'on en parle aujourd'hui. Et plus particulièrement de votre pinot noir qui porte le nom de Sang du Dragon. Exactement. Je vous suis en cave? C'est parti. On se retrouve dans la vieille cave qui date de 1600, qui se trouve sous les remparts, pour parler du Grand Cru Brandt. Grand Cru qui est plutôt réputé pour être un terroir solaire et faire des vins majestueux et délicats. Et c'est sur ce parcellaire que vous avez décidé de réaliser votre pinot noir qui porte le nom de Sang du Dragon. Et alors en fait, le Grand Cru donc, de Turckheim donc, est nommé Brandt. Brandt signifie terre de feu en allemand. D'accord. Alors la petite légende de Turckheim, on disait qu'à l'époque il y avait un dragon qui vivait sur les coteaux du Brandt et il y avait une bataille entre le terroir et le soleil. Oui, parce qu'on dit que c'est un terroir solaire. Donc exactement, il y avait tout à fait, par rapport au microclimat également. Et le soleil a beaucoup plus de puissance et a battu en fait le dragon. Et toutes les écailles du dragon ont commencé à bouillir. Et donc tout le sang du dragon s'est écoulé sur le coteau du Grand Cru, ce qui a fertilisé le sol. Et c'est pour ça qu'on fait des grands vins à Turckheim. Et on est sur un granit qui est rouge. D'accord, donc il y a vraiment le lien avec le rouge entre le sang du dragon et le terroir. Vous êtes les seuls à utiliser le sang du dragon? Oui, c'est une marque déposée, c'est ça? Exactement, aujourd'hui c'est devenu un peu la star du domaine François Bord et c'est devenu une marque sang du dragon. Bon, le mieux c'est aussi de parler plus du vin. On va peut-être en parler plus précisément dans le chai à barrique. Oui. Je vous suis Thomas. Très bien. Alors Thomas, là, repose le sang du dragon, millésime 2009 19, oui. 19, pardon, évidemment, 2019. Là, 2018, qui attend patiemment son tour prochainement. Là, dans 2-3 mois. Dans 2-3 mois. À l'heure actuelle, c'est du 2017 que vous vendez au caveau. Mais je voudrais quand même revenir sur la partie plutôt terroir. Pourquoi avoir choisi, pour faire ce grand pinot noir, le Brandt? Alors, Grand Cru Brandt, sur ce sol granitique, c'est très solaire. Donc, ça nous permet de faire des vins avec énormément de finesse. Et beaucoup de matière aussi. Et de complexité et de la matière, tout à fait. C'est dû aussi au fait que vous ayez tout petit rendement. Oui, alors on a aussi une densité de plantation qui est assez élevée en Alsace. On est à 9300 pieds à l'hectare. Petit rappel, en Alsace, on est à une moyenne de 4600 pieds à l'hectare. C'est combien de bouteilles qui sortent du sang du dragon? On est à peu près à 7-8 000 bouteilles par an. Oui. Et puis, on ne peut pas en acheter comme on veut. Les quantités sont limitées du sang du dragon. 6 bouteilles maximum. Ça se mérite, le sang du dragon. Et pour la petite anecdote, quel est le plus beau souvenir de vendange? Ma première vinif. Évidemment. Sur le sang du dragon, oui, en 2009. C'était votre première vinif? C'était ma première vinif 2009, donc une année très chaude. Donc très bon souvenir. Et en plus très bon. Bon, j'aurai pas l'occasion malheureusement de goûter le 2009, mais plutôt le 2017 qui est en vente actuellement. Je vous propose d'en parler au caveau? Oui.
Thomas, j'ai la chance de pouvoir déguster ce sang du dragon, millésime 2017. C'est un très grand pinot noir, le fleuron de la maison. Vous nous en parlez un peu plus? C'est quoi les caractéristiques de ce vin? Alors, la caractéristique du sang du dragon, déjà, on n'arrive pas à le faire chaque année. Donc en fonction des millésimes, vous pouvez décider de ne pas faire du sang du dragon. Oui, on veut rester vraiment dans quelque chose d'haut de gamme. Donc 2017, vous avez estimé que vous étiez très content de ce millésime. Ça donne quoi dans le verre, le nez? On est sur des pinots noirs qui pinotent. C'est-à-dire on veut que ça sente le pinot noir. C'est vinifié avec entre une 19... typicité d'arôme très particulière, griotte, cerise. On est sur des vins qu'on vendange cassis. entre 13,5 et 14, donc des vins quand même assez mûrs. On est sur une complexité où la barrique est complètement effacée. C'est des vins qui sont vinifiés entre 19 et 24 mois. Mais comme je disais précédemment, je veux vraiment que ça sente le pinot noir et non la barrique. Donc c'est légèrement fumé grillé, mais pas plus. Voilà, et puis avec le temps, la matière va quand même absorber le bois aussi. Potentiel de garde? Alors on est sur 9 ans, on peut le laisser 15, peut-être 20 ans. Prudent par rapport aux caves de vos futurs clients. Exactement. Et on le sert avec quoi? Alors pourquoi pas en apéritif? Oui, petite tapenade, mais c'est version pique-nique. Hein. Voilà. Mais sinon avec une bonne côte de bœuf, bien accompagnée. Un magret. On peut également, plateau de fromage. En tout cas, ça donne envie. Et vous, je vous souhaite un jour de pouvoir déguster ce sang du dragon. Je vous dis à vos verres et à jeudi prochain. Et place à présent au rendez-vous du logement et de l'habitat avec la CIBAR, avec une question d'importance. Que faire lorsqu'un changement s'opère dans votre vie? Un changement, on entend cela, un mariage, une naissance, peut-être un décès ou un handicap. Toutes les réponses à présent avec les démarches à réaliser par la CIBAR. C'est un reportage signé de Fanny Kunz. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19 h. Merci de votre fidélité. Salut! Bonjour à tous et bienvenue, c'est votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Danielle Schall. Elle va nous expliquer les différentes démarches à réaliser lorsque votre situation familiale change. Naissance, mariage, décès, handicap, ce sont beaucoup de choses qui peuvent arriver dans votre vie, mais vous ne savez peut-être pas comment gérer et qui appeler en cas de problème. Tout de suite, Danielle va nous expliquer ce qu'il faut faire. Bonjour Danielle. Bonjour Fanny. Alors, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va partir sur une thématique un peu particulière, sur tout ce qui change en termes de situation familiale, par exemple, au cours de mon bail. Donc, imaginons aujourd'hui, prenons un exemple simple, je suis célibataire, je me mets en couple avec quelqu'un, cette personne veut rentrer dans mon logement. Est-ce qu'elle peut déjà, est-ce qu'elle a le droit ? Elle a le droit, effectivement, en tant que nouvelle arrivante, d'occuper le logement. Et elle peut également être titulaire du bail, ce qui est donc soumis à approbation par notre commission d'attribution de logement, notre CAL. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui change en soi? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont modifiées? Est-ce que mon loyer va changer? Mes charges? Comment ça va se passer, en fait? Alors de ce côté-là, effectivement, il n'y a pas de changement puisque le loyer que vous payez est dû conformément à la signature du bail. D'accord. Donc dès le moment où moi j'ai signé mon bail, en fait, normalement, ça change à peu près plus en tout cas. Exactement, exactement. Il y a peut-être juste un petit montant qui va changer pour vous personnellement au niveau du montant des charges, mais ça, on le retouchera l'année d'après. D'accord. Donc du coup, en fait, dans l'absolu, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que moi, je dois intervenir en appelant par exemple la CIBAR, en faisant un courrier? Est-ce que, enfin, comment ça se passe en fait? Alors l'appel, c'est déjà bien, mais nous, on demande effectivement à nos locataires de nous transmettre tout justificatif par voie de courrier ou par voie de mail pour qu'on puisse effectivement mettre en place les changements s'il y a lieu. Parce que c'est quoi des justificatifs? En fait, c'est des pièces d'identité, c'est des déclarations de revenus, des choses comme ça, en fait, ce que vous demandez? Oui, donc pour l'avenant au bail, pour être titulaire à votre tour, à ce moment-là, il convient de nous envoyer toute pièce justificative identique à celle de la demande produite pour une demande de logement. Donc les revenus fiscaux, les attestations de paiement de loyer, les fiches de paye et la pièce d'identité, bien évidemment, si on ne l'a pas encore. On va prendre un autre exemple maintenant.
On est déjà en couple, la personne tombe enceinte, nouvel arrivant dans le foyer, comment ça se passe? Est-ce que moi je dois vous appeler en vous disant je vais accoucher à tel moment, on va avoir un enfant? On a peut-être un appartement qui est peut-être même pas adapté en fait à l'arrivée prochaine de l'enfant. Comment ça se passe? Alors, selon effectivement la typologie du logement que vous louez actuellement, où ça suffit, où c'est assez spacieux, où ça ne suffit pas. On élargit les murs. Voilà, dans lequel cas, il est très souhaitable que vous produisiez ou que vous inscriviez sur la plateforme pour avoir un logement plus grand. D'accord. Ça, c'est donc une possibilité. Ou alors, effectivement, le logement est déjà assez spacieux et ce nouvel être peut arriver tranquillement. Et à ce moment-là, vous nous feriez la déclaration de la naissance en temps et en heure. Alors là, en tout cas, on est d'accord que pour l'enfant, ça va être difficile d'avoir des feuilles de paye, des déclarations de revenus. Clairement. Qu'est-ce qu'on vous joint en fait comme justificatif? Simplement l'acte de naissance. D'accord, ça suffit. Ça suffit. On a d'autres situations aussi dans la vie parfois. On peut tomber malade, on peut être en situation de grande difficulté, de handicap par exemple. Si aujourd'hui je suis au 5e étage sans ascenseur ou au 3e étage tout simplement sans ascenseur et que demain j'ai besoin d'une chaise roulante parce que j'ai eu des difficultés dans la vie, parce que je tombe malade, comment ça se passe à ce moment-là? Et effectivement, le handicap tel qu'on le connaît, avec une chaise roulante ou vraiment un changement de situation très net, devrait générer peut-être un changement de logement. Donc là, on verra déjà en interne s'il y a une possibilité effectivement d'attribuer un autre logement adapté à la situation. Et sinon, forcément, on conseillera la demande de logement classique. D'accord. Toutes les aides, par exemple, que je peux avoir, aide au logement, normalement, c'est la caisse d'allocation familiale qui s'occupe de ça. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous prenez contact? Est-ce que moi, je prends contact? Est-ce qu'il y a des recalculs, etc., etc. Comment ça se passe, en fait? Donc c'est vrai que lors de la signature du bail, dès que vous signez le bail, vous êtes amené en tant que locataire à vous diriger vers la CAF pour qu'elle analyse effectivement votre dossier. Les droits du coup. Voilà. Nous, on peut également, via un dossier qu'on appelle idéal, déjà informer la CAF par ce formulaire qui est donc téléchargé et qui est en contact direct avec la CAF. On peut déjà annoncer que vous êtes là, que vous êtes locataire et que vous avez peut-être des besoins. D'accord. Donc ça, c'est dès la signature du bail, en fait. Dès la signature du bail. S'il y a modification en plein milieu, comme on le disait tout à l'heure, peu importe. Là, moi, je dois reprendre de nouveaux contacts ou est-ce que vous pouvez, vous, directement envoyer les nouvelles informations? Alors, c'est plus le locataire qui est en contact direct avec la CAF. D'accord. La CAF, par contre, nous informe également s'il y a des changements, justement, au niveau du recalcul qu'ils auraient éventuellement fait. D'accord. Et ils en avertissent également le locataire par voie de courrier. Dernier cas un peu particulier et peut-être pas forcément des plus joyeux, mais ça fait partie de la vie. S'il y a un décès, peu importe les circonstances, je me retrouve toute seule dans mon foyer parce que mon conjoint a disparu. Comment ça se passe là, à ce moment-là? Est-ce qu'on doit aussi donner un certificat de décès? Est-ce que le loyer, du coup, me coûtera moins cher parce que la personne n'est plus là? Comment ça se passe? Voilà, alors dans ce cas-là, vous avez effectivement deux options. Soit le conjoint survivant reste dans le logement parce qu'il est titulaire du bail et à ce moment-là, on en reste là, on est simplement informé du décès. Ou alors, la personne, le conjoint survivant, ne souhaite pas rester dans les lieux et à ce moment-là, il rentre dans le processus habituel de la résiliation. D'accord. Donc en fait, si on résume un petit peu importe la situation, à partir du moment où ma situation familiale et personnelle change, j'appelle la CIBAR et je fais un courrier pour déclarer en fait tous les changements, c'est ça l'idée? Exactement, comme ça on est au courant et tout se passe bien. Eh bien parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais merci à vous. De toute façon, maintenant vous n'avez plus d'excuses. Quoi qu'il arrive dans votre vie et dans votre situation familiale, vous pouvez appeler la CIBAR pour leur en faire part. Et eux prendront le relais et vous diront exactement ce qu'il y aura à faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé votre magazine du logement et de l'habitat. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur Alsace 20.